Une personne sur 10 au moins développe l'ulcère au cours de sa vie. Malgré cette fréquence, de nombreuses idées fausses subsistent sur cette maladie. Alors, pour désormais avoir une bonne compréhension de ce mal, nous allons recevoir pour vous Dr Martin Sokmon, hépato-gastro-entérologue. Mais avant de le retrouver, nous allons nous intéresser aux hommes des plantes. Et pour finir, on parlera du fruit de la semaine. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Bien-être et Santé. Bonjour et merci pour votre fidélité. L'ulcère est une plaie de la peau, des yeux ou d'une muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu. Alors, si vous souffrez de ce mal et que vous désirez vous faire guérir d'une autre façon autre que celle moderne, je vous propose de suivre cet élément. L'ulcère, c'est une affection du système digestif et il peut commencer par de petites brûlures et finalement à des plaies, soit dans l'estomac, sur différents endroits dans le système digestif. Très souvent, un mal il se manifeste discrètement et quand ça devient de plus en plus chronique, la personne finit par s'en rendre compte. Pourquoi l'ulcère vient d'un mauvais comportement alimentaire? On a constaté pour la plupart des gens que nous ne mangeons pas à l'heure. Pour guérir ce mal, nous lui conseillons des tisanes. Il y a une tisane que nous appelons septorapie et c'est un complément alimentaire tel que la spiruline et d'autres. Et sur cette base, la personne retrouve son équilibre normal. Bien sûr, les conseils d'abord. Les conseils permettent à ne plus provoquer le mal, disons. Donc, dès qu'il arrête son mauvais comportement, les produits viennent travailler sur le mal. Monsieur Franck Arendé, merci. Rendons-nous dans la ville de Cotonou à présent afin d'avoir une idée sur l'avis des citoyens. C'est à travers la rubrique « Qu'en savez-vous » C'est une maladie gastrique. Ça détruit l'épigastre. Quand je dis l'épigastre, c'est un thème de la médecine. C'est lorsque l'estomac est infecté. C'est lorsqu'il a la plaie dans l'estomac. C'est ça qu'on appelle l'ulcère. Et c'est une maladie qui tue. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce que l'ulcère? C'est le fait de ne pas vite manger au moment voulu, à l'heure prévue. L'estomac se colle. Normalement, l'estomac ne doit pas se coller. Ça se colle, ça frotte là, que ça devient, ça devient la plaie. Si nous mangeons, si la nourriture tombe dans l'estomac, c'est que l'estomac ne reste pas sur place. Ça fait du mouvement. C'est ce mouvement-là qui broie ce qu'on a mangé. S'il n'y a pas la nourriture, vous voyez que ça se va bien. Que ça... Il ne sert rien à roumer parce que nous sommes roumains. Nous sommes roumains. Nous sommes et qu'on a créé des problèmes de volume. Donc, il sert à son lien pour nous faire. Nous aidons nous à ce que nous sciences. Assez nous et nous mettons des noms siens les bas comment on appelle ou anciens et nous les assiqués au bon noir donc notre travail nous mettons oui c'est rien sur les tambours et c'est quand on et course roux mais rien à roumer. Mesdames et messieurs, on parle de l'ulcère quand il s'agit d'une érosion de l'épithélium normal. Et les causes de cette maladie sont multiples et diverses. Nous aborderons tous ces aspects dans quelques secondes avec notre invité, Dr Martin Sokmon.
Docteur Martin Sopon, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes hépato-gastro-entérologue, c'est bien sûr cela? C'est exact Madame la journaliste. Alors bienvenue chez nous. Merci Madame la journaliste. Alors qui est un hépato-gastro-entérologue, docteur? Merci Madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de votre plateau pour saluer les téléspectateurs de Zaïre TV et vous remercier de m'avoir offert votre plateau pour parler de la maladie ulcéreuse. Alors pour en venir à la question, un médecin hépato-gastro-entérologue, vous savez en médecine il y a beaucoup de terminologie, donc je vais essayer de décomposer le mot. Hépato pour dire le foie, gastro pour dire l'estomac, entérologue pour dire le médecin qui s'occupe de ces maladies. Donc pour résumer, au fait, c'est le médecin qui s'occupe des maladies de l'appareil digestif. Et qui dit appareil digestif, on passe par la bouche jusqu'à l'anus, jusqu'au tube digestif terminal. Alors merci à vous, docteur. Revenons à la maladie qui nous intéresse aujourd'hui. Je veux parler de l'ulcère. Qu'est-ce que l'ulcère, docteur? Alors, pour définir l'ulcère gastrique ou duodénal, on va dire que c'est une perte de substance qui atteint en profondeur la muqueuse gastrique ou duodénale, qui atteint la musculeuse, d'accord, et qui repose sur un socle inflammatoire fibreux. Donc, tout de suite, à travers cette définition, il faut le différencier des ulcérations et des érosions qui, par contre, eux, sont des lésions superficielles. Parce que quand vous prenez une muqueuse, c'est différentes couches. D'accord? Donc, ce n'est pas des lésions qui atteignent en profondeur. Alors que la maladie ulcéreuse, ça doit atteindre la profondeur et aller jusqu'à la musculeuse. Et le fond, ça repose sur un socle inflammatoire fibreux. Ça, c'est la définition de l'ulcère. Voilà, entre autres, la définition de l'ulcère. Alors, quels sont les types d'ulcères qui existent? Bon, il y a type, je vais dire, suivant la topographie. Je préfère la topographie parce que le tube digestif, c'est plusieurs segments. Donc, on a les ulcères gastriques et les ulcères duodénaux. Donc, ça va être soit au niveau gastrique. Et quand on dit gastrique, c'est l'estomac. Il y a deux portions. Il y a le fundus et il y a l'antre. Alors, l'autre portion qui est le duodénum, il y a la première partie, le D1, qu'on appelle généralement le bulbe gastrique. Et après, il y a le duodénum. Donc, les ulcères se localisent souvent dans l'estomac au niveau de la région antrale. Et dans le duodénum, c'est beaucoup plus la première partie au niveau du bulbe duodénal. Alors, docteur, pouvez-vous nous parler des symptômes permettant d'identifier l'ulcère? Bon, la symptomatologie ulcéreuse, pour répondre, elle est variable d'un sujet à un autre. Il n'y a pas une symptomatologie typique, mais nous allons prendre la manifestation clinique typique. Donc, quand on a un ulcère gastrique ou duodénal typique, généralement, c'est des douleurs épigastriques, ce qu'on appelle des épigastralgies. Alors, ces douleurs peuvent être à type de brûlure, à type de crampe, de torsion, à type de pesanteur. Alors, cette douleur, généralement, elle est influencée ou rythmée par les repas. C'est-à-dire, le patient se dit, bon, quand il mange, ça calme sa douleur. Après, quand il a faim, les douleurs reprennent. Donc, c'est une douleur qui est influencée par les repas. Et c'est une douleur qui, souvent, bon, quand on parle de douleur, il y a certaines caractéristiques qu'on doit donner. Ça irradie parfois en hémicentus, c'est-à-dire, ça prend un côté, et vers le dos souvent. Donc, c'est généralement comme ça que se manifeste la maladie ulcéreuse sur le plan typique. Mais parfois, on peut ne pas avoir cette douleur typique, où ça reste carrément asymptomatique et la maladie est révélée lors des complications. Voilà, entre autres, les symptômes qu'on observe quand on souffre de l'ulcère. Alors, existe-t-il une différence entre l'ulcère et les brûlures d'estomac? Bon, il n'y a pas de différence en fait entre l'ulcère et les brûlures d'estomac. Les brûlures, je pense que ça fait partie de la symptomatologie clinique quand on a l'ulcère. Et on peut avoir des brûlures d'estomac quand on a la gastrite. La gastrite, c'est une inflammation simple de la muqueuse de l'estomac, où il n'y a pas de lésion ulcéreuse, mais qui se manifeste par des brûlures aussi gastriques. Donc, quand on dit brûlure, il vaut mieux, ça fait partie de la symptomatologie clinique quand on a un ulcère. Alors, docteur, parlez-nous des causes de ce mal. Alors, comment est-ce que l'ulcère survient? Généralement, la physiopathologie de l'ulcère, ça résulte généralement d'un déséquilibre entre les facteurs d'agression de la muqueuse et les facteurs de protection. Vous savez que notre estomac, bon, elle a des sécrétions pour permettre la digestion. Et entre autres, parmi ces sécrétions, il y a l'acide chlorhydrique que l'estomac elle-même sécrète, qui constitue le premier facteur d'agression de la muqueuse elle-même. Alors, il y a la pepsine.
il y a les médicaments que nous prenons qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine qui constituent des facteurs qui sont hautement incriminés dans la maladie ulcéreuse. Et il y a aussi une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori qui a été découverte dans les années 1985 et qui a valu le prix Nobel 5 ans plus tard et qui est reconnu comme un facteur étiologique de première qualité dans la maladie ulcéreuse et qui aussi donne le cancer de l'estomac. Donc ces différents facteurs que je viens de citer constituent les facteurs d'agression. Mais l'estomac aussi sécrète des éléments pour pouvoir protéger sa muqueuse contre ses propres agressions qui sont le bicarbonate, la prostaglandine, le flux sanguin muqueux, qui essaie de faire le tampon entre l'acidité pour que le milieu reste plus ou moins stable. Donc quand il y a un déséquilibre entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire les facteurs d'agression et les facteurs qui agressent, les facteurs d'agression et les facteurs qui protègent la muqueuse, la maladie ulcéreuse s'installe. Donc il y a beaucoup plus d'agression que de protection. C'est ce que je peux répondre. Alors docteur, y a-t-il des précautions que doivent prendre un ulcéreux? Bon, les précautions qu'un ulcéreux doit prendre déjà, il faut déjà faire le diagnostic et confirmer que vous avez l'ulcère. Parce que généralement on entend dans l'opinion, il y a beaucoup qui disent j'ai l'ulcère, j'ai l'ulcère. Je pense que c'est un abus. Pour dire vraiment que vous avez un ulcère, confirmer que vous avez l'ulcère, il faut faire un examen complémentaire qu'on appelle la fibroscopie œsogastro-duodénale. C'est un examen endoscopique qui met en évidence la perte de substance. Donc on voit la perte de substance et généralement l'endoscopique fait des biopsies pour rechercher le microbe dont je viens de parler, l'Helicobacter pylori, pour pouvoir l'éradiquer si elle est mise en cause. Donc sans endoscopie, je ne pense pas qu'on puisse poser un diagnostic d'ulcère. Donc c'est déjà ça. Alors, une fois que l'analyse est faite et que l'intéressé sait déjà qu'il souffre de l'ulcère, que doit-il faire et que doit-il également éviter? Quand le diagnostic est posé, vous avez un ulcère confirmé et on fait les biopsies, ça dépend soit s'il y a la présence de l'Helicobacter ou non. Maintenant, s'il n'y a pas la présence de l'Helicobacter pylori, généralement les conseils, c'est déjà d'éviter les médicaments gastrotoxiques. Les médicaments gastrotoxiques qui sont l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, exemple l'ibuprofène, le profénide. Ce sont des médicaments qui agressent fortement la muqueuse, donc c'est d'éviter ces médicaments. Le tabac aussi joue un rôle dans la maladie ulcéreuse, je ne l'avais pas évoqué, ça fait partie des facteurs d'agression. Donc si c'est un fumeur, il faut qu'il réduise sa consommation tabagique. Et ça, c'est les conseils. Maintenant, pour le traitement, ça repose sur les antisécrétoires qui ont prouvé leur efficacité dans la prise en charge. Donc déjà, quand c'est confirmé, il faut un ulcère confirmé, je pense qu'il faut référer le malade vers le spécialiste pour qu'il soit pris en charge de façon conséquente. Voilà qui est bien dit. Alors docteur, quand faut-il consulter un médecin lorsque l'on souffre de l'ulcère? Je pense qu'à partir du moment où vous avez des douleurs épigastriques et vous ne comprenez pas ce qui se passe, il faut aller déjà voir un médecin, même si c'est un généraliste, pour qu'il essaie de vous donner des pansements peut-être, pour voir si ça va répondre. Et si ça ne répondait pas, il faut aller vers le spécialiste. Et aussi, bon, tout ça aussi, il faut dire que ça dépend de l'âge. Les douleurs épigastriques, c'est un sujet jeune, ça ne veut pas forcément dire la même chose chez les douleurs épigastriques d'un sujet de plus de la cinquantaine. Donc, c'est l'attitude à avoir en fonction du contexte. Il va falloir consulter un médecin. Parce que l'ulcère peut se révéler au moment de complications qui sont un peu plus graves. Docteur, vous êtes spécialiste du domaine. Dites-nous aujourd'hui, sur 10 personnes, combien de cas vous enregistrez qui souffrent vraiment de l'ulcère? Bon, votre question, je trouve la question un peu intéressante. Bon, il faut dire que chez nous, généralement, bon, pour ce qu'on a dans la littérature, c'est ce que les autres ont fait chez eux. Généralement, on n'a pas de données, particulièrement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Et même chez nous au Bénin, on n'a vraiment pas de données par rapport, je vais dire, à la fréquence de la maladie ulcéreuse. Mais ce que je peux répondre, c'est que l'attitude des médecins, et notamment des gastro-entérologues, a beaucoup changé. Ce qui fait que ça a une incidence sur la fréquence de la maladie ulcéreuse. Alors, de quoi il s'agit? Généralement, quand on fait des endoscopies, même si on ne trouve pas un ulcère, on essaie de rechercher
l'infection Helicobacter pylori, le microbe qui est fortement incriminé dans la maladie ulcéreuse. Alors, qu'elle soit présente, ou si le patient n'a pas les moyens de pouvoir faire cette recherche, on éradique systématiquement cette infection-là. Parce qu'il faut dire que l'Helicobacter pylori, c'est un microbe qu'on l'attrape dans l'enfance, avec les mains souillées, les mains sales et tout. Mais ce microbe, c'est la première bactérie qui donne le cancer d'estomac, qui est reconnu comme agent carcinogène de classe 1, au même titre que le tabac dans le cancer du poumon, depuis 1994 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'attitude aujourd'hui des gastro-entérologues qui constitue à rechercher systématiquement au cours des endoscopies l'infection à Helicobacter pylori et de l'éradiquer fait que derrière, la fréquence de la maladie ulcéreuse a beaucoup régressé. On en voit de moins en moins. Bon, le cas où moi j'ai, c'est beaucoup plus chez des sujets âgés et chez les sujets jeunes, c'est beaucoup plus une maladie ulcéreuse due à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit l'aspirine, soit l'ibuprofène pour des douleurs des articulations ou autre type de douleurs. Alors, docteur, dites-nous, l'ulcère est-il constaté souvent chez les enfants ou chez les adultes plutôt? Bon, comme je viens de vous dire, l'ulcère, bon, ça concerne beaucoup plus tout le monde, mais je pense que les enfants, je ne pense vraiment pas, parce que je n'ai pas eu à faire beaucoup d'endoscopie chez les enfants. Jusque-là, je n'en ai pas encore diagnostiqué chez un enfant, mais c'est beaucoup plus chez les sujets jeunes, c'est-à-dire à partir de la vingtaine et jusqu'à plus. Alors, quelqu'un qui souffre de l'ulcère peut se voir. Sinon, est-ce qu'on peut dire, je veux dire, quelqu'un qui souffre de l'ulcère par moment, sinon, vu la complication que cette maladie aura sur lui à un moment donné, est-ce qu'il peut trépasser? Alors, vous voulez dire si l'ulcère, si on peut mourir de l'ulcère? Je veux justement, à un moment donné, on constate que la maladie, on se rend compte en fait qu'on a des complications, qu'on se trouve en face d'une maladie où il y a des complications. Est-ce que le cas de l'ulcère peut entraîner à la mort? Pour répondre à cette question, bon, je vais dire qu'on peut mourir d'une complication de l'ulcère, mais on ne meurt pas de l'ulcère. On ne meurt pas de l'ulcère parce que ça se développe un peu sur un fond chronique, mais on peut mourir d'une complication, beaucoup plus une complication aiguë de la maladie ulcéreuse. Alors, donc j'en profite pour aborder les principales complications liées à cette affection. Alors, les complications qui sont liées à la maladie ulcéreuse, c'est déjà l'hémorragie digestive. C'est la première complication aiguë grave qu'on peut avoir quand on a une maladie ulcéreuse. Alors, donc, dans la définition, j'ai dit que c'est une perte de substance qui atteint en profondeur la musculeuse. Alors, donc, puisque c'est une perte de substance creusant, ça peut mettre à nu un vaisseau qui peut se mettre à saigner. Donc, généralement, on reçoit le malade pour une hémorragie digestive. On fait l'endoscopie et on trouve qu'on tombe sur une ulcère. Donc, il y a généralement ce qu'on appelle la classification de Forest qui nous permet de pouvoir apprécier la gravité de l'hémorragie. Soit c'est un gros vaisseau qui pisse comme un robinet, donc là il va falloir poser des gestes d'endoscopie d'urgence. Bon, heureusement qu'on a de plus en plus, on est formé pour ces choses, donc on pose des clips où on est amené à mettre des injections de sérum adrénaliné pour pouvoir résoudre le problème. Mais parfois, si on échoue avec ces méthodes, on a recours à la chirurgie d'urgence pour pouvoir régler le problème. Alors, l'autre complication qu'on peut avoir, on peut avoir ce qu'on appelle la sténose, c'est-à-dire généralement ça concerne les ulcères qui se localisent au niveau soit juste en dessous pylorique. Parce que quand on veut passer de l'estomac pour rentrer dans le duodénum, la première partie, le bulbe, il y a un petit trou là qu'on appelle le pylore. Alors donc imaginez qu'il y a une plaie là, quand la plaie cicatrise, ça laisse une cicatrice fibreuse qui réduit la lumière là. Donc du coup le patient il se retrouve avec des vomissements. Postprandiaux, quand il finit de manger, il fait que vomir, il n'arrive pas, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est des complications, c'est la sténose post-cicatrisation d'ulcère. Donc, en dehors de ça, il y a la complication la plus redoutable qu'il faut craindre, surtout quand on a un ulcère au niveau gastrique. C'est la cancérisation. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, un ulcère dans l'estomac au niveau gastrique, il faut faire des biopsies sur les berges de l'ulcère. Il ne faut pas oublier de faire les biopsies sur la muqueuse gastrique pour rechercher l'infection Helicobacter pylori. Et les biopsies sur les berges de l'ulcère, c'est notamment pour éliminer l'ulcéro-cancer. Parce que l'ulcère dans l'estomac peut se cancériser. Donc c'est la complication la plus redoutable qu'on peut avoir
en matière d'ulcère gastrique. Alors, docteur, dites-nous, quand doit-on recourir à une opération quand on souffre de l'ulcère? Bon, je viens de dire tantôt, généralement, le traitement, aujourd'hui, avec les progrès faits déjà par rapport au traitement médical, les antisécrétoires, les progrès faits par l'endoscopie, surtout interventionnelle, on a de moins en moins recours à la chirurgie pour traiter un ulcère. Sauf complications, perforation d'ulcère gastrique qui crée ce qu'on appelle la péritonite aiguë généralisée, pas perforation d'ulcère, c'est-à-dire c'est un patient qui est vraiment mal, avec une douleur en coup de poignard, il est agité, il y a une irritation de la membrane péritonéale. Là, il ne faut pas attendre. C'est les chirurgiens qui vont ouvrir pour aller fermer la brèche et résoudre le problème. Docteur Martin, parlez-nous plus des traitements que l'on peut observer face à ce mal. Donc, les traitements par rapport à la maladie ulcéreuse, ça dépend de l'infection, la présence ou non de l'Helicobacter pylori. Alors, donc, s'il y a la présence de l'Helicobacter pylori, aujourd'hui, aux dernières recommandations, c'est-à-dire les recommandations de Maastricht 4, c'est-à-dire ces 3 antibiotiques, nous on appelle ça la quadrithérapie concomitante. Donc, c'est 3 antibiotiques qu'on donne, en plus des antisécrétoires, en double dose pendant 14 jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir détailler ces traitements ici. Je pense qu'il vaut mieux que le patient vienne nous consulter pour qu'on détaille le traitement. Alors, avant d'aborder les conseils à prodiguer, un mot sur les éléments que nous venons de suivre. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos éléments. Je crois que les deux qui se sont prononcés de façon générale dans la population, bon, le premier a dit que c'est une plaie, bon, c'est déjà pas mal de dire que c'est une plaie dans la muqueuse gastrique. Et le second qui dit qu'il faut éviter beaucoup plus les repas lourds, il a parlé du herbe et autres. Bon, je pense que dans la littérature, au fait, il n'y a pas eu de lien véritable qui est fait par rapport à l'alimentation sur la maladie ulcéreuse. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Bon, certes, on peut dire, si je donne un exemple simple, vous avez une plaie au plan cutané, c'est-à-dire qui n'est pas sur une muqueuse, vous mettez un peu de piment, ça va brûler. Donc, imaginez que sur la muqueuse, vous avez une plaie, vous prenez un repas qui est trop relevé en épices, naturellement, ça va vous brûler. Donc, on essaie de donner ce genre de conseils, mais il n'y a vraiment pas d'influence par rapport au type d'alimentation sur la genèse de la maladie ulcéreuse, ce n'est pas prouvé. Donc, les patients peuvent manger lourd, comme l'autre a dit, il ne faut pas manger lourd, ça ne dérange pas vraiment. Sur ce, quelques conseils à donner à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors, les conseils à donner, c'est déjà de recourir à une consultation si on a des douleurs épigastriques. C'est déjà d'éviter de prendre les médicaments qui agressent l'estomac, qui donnent des ulcérations au niveau gastrique. Les médicaments comme l'aspirine qu'on utilise à tout bord. Il faut vraiment éviter les anti-inflammatoires, ibuprofène et autres, surtout si on est d'un certain âge. Et si on a des antécédents de brûlure épigastrique, il ne faut pas surtout prendre ces médicaments. Il faut toujours se référer au médecin pour pouvoir savoir s'il est opportun de le prendre ou non. Ou à défaut, il faut protéger la muqueuse par les antisécrétoires avant de prendre ce genre de médicaments. Docteur Martin Sokmo, je vous remercie. Je vous remercie également, madame la journaliste. La rubrique Astuces fruits à présent. La noix de coco est le fruit de la semaine. Alors, chers internautes, toutes nos excuses pour l'absence de la dame des fruits qui a eu un empêchement de dernière minute. Toutefois, la noix de coco contient un grand pourcentage d'eau et de minéraux qui évitent la déshydratation. Elle est énergique et il est bon d'en consommer après une journée chargée et durant laquelle on s'est beaucoup dépensé ou lorsque l'on se trouve dans des endroits où il fait très chaud. Il a aussi été démontré que l'eau de coco contient peu de sucre et de graisse tant que la noix de coco n'est pas mûre et est riche en minéraux et en oligo-éléments. Alors docteur, aimez-vous la consommation de la noix de coco? Bon, j'aime bien consommer la noix de coco, surtout quand c'est sucré. Et pourquoi? Bon, pourquoi? Je vais dire parce que personnellement, je l'aime bien. Scientifiquement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui sous-tend cette attitude. Mais bon, les gens racontent aussi dans l'opinion que pour les hommes, c'est intéressant et autres. Mais bon, je ne sais pas, il faut que les collègues urologues viennent apporter la preuve. Mais bon, quand ce n'est pas acide, je pense que je l'aime bien. Alors, ce fruit est-il bon pour un ulcéreux? Voilà, j'ai fait une petite nuance tout à l'heure pour dire quand ce n'est pas acide. Bon,
si c'est acide, si c'est pas sucré, je pense que c'est pas intéressant pour un ulcéreux. Parce qu'il ne faut pas rajouter de l'acidité déjà à l'acidité gastrique préexistante. Donc un ulcéreux, il faudrait que ça soit une noix de coco qui est vraiment sucrée. Voilà. Merci à vous, Dr Martin Sokmon, d'être passé chez nous. Chers internautes, je suis persuadée que vous avez pu retenir l'essentiel sur l'ulcère. Que faire et que faut-il pas faire quand on souffre? Alors, c'est sur ces mots que nous mettons un thème à ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Merci à vous et un grand merci à toute l'équipe de réalisation. D'ici là, prenez grand soin de vous. Au revoir.